Alors, après avoir parlé du mix en quelque sorte des matériaux ce matin, on va se pencher cet après-midi sur le mix des énergies dans le secteur du bâtiment. Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la réglementation environnementale 2020, la fameuse RE 2020, consacre l'électrification des usages dans la construction neuve. Un choix justifié notamment par la très faible empreinte carbone de l'électricité grâce au parc nucléaire français, mais qui s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique incertain, a fortiori depuis quelques semaines, le déclenchement de la guerre en Ukraine qui remet en question les capacités d'approvisionnement notamment en gaz de l'Hexagone, ce qui motive les pouvoirs publics comme les industriels à chercher de nouvelles solutions. Donc, on va se demander sur quels atouts peut miser chaque énergie pour espérer se faire une place sur les marchés de la construction, de la rénovation. De quelle manière aussi les dispositifs d'aide comme MaPrimeRénov' peuvent-ils jouer un rôle dans l'efficacité, voire dans la sobriété énergétique. Et aussi comment se positionnent les pompes à chaleur, les PAC, qui sont fortement soutenus par les pouvoirs publics dans ce contexte. Pour tenter de répondre à toutes ces questions nombreuses et passionnantes, donc je souhaite la bienvenue à nos invités. Donc Julien Hans, vous êtes directeur énergie environnement au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Bonjour. Bonjour. Olivier Roulette, vous êtes délégué marketing stratégique chez GRDF. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie Mougeot, vous êtes responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF. Bonjour madame. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Je commence avec vous, Julien Hans. J'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon des énergies du bâtiment et des aides à l'efficacité énergétique. En préparant cette émission, vous avez reconnu que chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. Quand on se place dans une logique multicritère, c'est exactement ce qui se passe. Et effectivement, l'actualité récente nous le rappelle. On veut des énergies sûres, on veut des énergies résilientes, on veut des énergies renouvelables et on veut des énergies bas carbone. Donc dès l'instant où on les passe au prisme de ces différents critères, on voit bien que, comme on dit, choisir c'est renoncer. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Et je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il faut bien les choisir. J'ajouterais un sujet qui me paraît important, dans une logique pas uniquement toujours de bâtiments neufs, mais aussi de rénovation. Il y a aussi la source d'énergie que l'on ne consomme pas. Et la rénovation des bâtiments sera un des sujets, parce que je crois que ces usines négatives que constituent nos bâtiments à rénover sont à mentionner de manière plus récurrente en réalité. Oui, on entend souvent dire que le kilowattheure le plus propre, c'est celui qu'on ne consomme pas. Absolument, voilà. Absolument. Mais dans une logique macroscopique, à l'échelle du parc existant, c'est vrai qu'il faut aussi le rappeler. On a bien vu dans la construction neuve, le choix d'une source énergétique plus décarbonée. Oui, mais alors quid de la pointe et quid est-ce que le système peut répondre à tout ça? Et je crois qu'il faut vraiment garder une approche extrêmement large des choses pour bien peser tout ça. Le neuf, la rénovation, le parc existant, et puis une logique d'appropriation multicritère qui n'est pas si triviale. Parce qu'effectivement, parfois, et c'est le cas avec l'actualité en ce moment, on nous rappelle que les choix peuvent être faits à plus court terme, in fine, donc il faut bien peser tout ça. Puis le vrai sujet derrière, c'est l'efficacité énergétique en fait. Donc notamment par le biais de dispositifs d'aide à la rénovation comme MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients de MaPrimeRénov', les atouts et les limites? Je crois que le deuxième vrai sujet, c'est ça. Hein, cette économie d'énergie doit se traduire par autre chose que du papier. Et donc, c'est sur le terrain qu'on veut voir des économies d'énergie. Ce que l'on peut dire, je crois, aujourd'hui, en étant assez factuel, c'est que dans le neuf, on peut mieux faire. Non pas dans une logique calculatoire, mais dans une logique de consommation réelle. Il faut qu'on aille chercher une efficacité énergétique sur le terrain. Donc ça reste un espace de progrès. Et je crois que sur l'existence, c'est encore plus réel. Et on voit bien que dans les dispositifs d'aide, il y a eu à la fois un besoin, c'est très clair, les gens ont appelé de leur vœu ces aides-là. Et puis ensuite, quand on regarde de quelle manière elles se déploient et comment elles fonctionnent, ben on s'aperçoit qu'effectivement, l'efficacité in fine du dispositif mis en œuvre reste quand même la clé de voûte. Donc il faut qu'on travaille très fortement à notre capacité à vérifier sur le terrain que ce que je fais a du sens. Dans des bâtiments neufs, c'est sans doute là que c'est le plus simple, puisque le projet n'existe pas. Mais là où c'est très diffus, où les gestes sont peut-être des petites touches, je crois qu'on a de gros progrès à faire pour que effectivement l'argent qu'on investit en amont soit le plus rentable possible du point de vue des économies d'énergie et des abattements de carbone. Oui, vous m'aviez dit en amont de cette émission, quand on l'a préparée, il faudrait peut-être par exemple coupler l'aide aux exigences de résultats, en fait, adapter tout de même un petit peu le dispositif pour avoir vraiment un retour sur investissement concret, quoi, conséquent. Nous en sommes convaincus. Hein. Le sujet, ça va vraiment être d'être en capacité de manière simple mais efficace
d'attester que ce qui est fait correspond bien à ce que l'on souhaitait faire au départ et que ça fonctionne tel que c'est prévu en théorie. C'est un gisement important d'économie parce qu'on sait que sur les bâtiments neufs, il y a un petit rebond. Il peut être lié à une conception légèrement différente, une réalisation un petit peu différente, des défauts clairement aussi de chantier par exemple, ou des problématiques au moment de l'usage. Mais encore une fois, dans une logique diffuse, où là on va égrener par exemple des aides un peu partout sur le territoire. On a bien vu tous les abus qu'on a pu mesurer malheureusement. Sur MaPrimeRénov', ça nous permet aussi de vérifier que les travaux sont tout simplement faits et bien faits dans les règles de l'art. Alors, il existe apparemment une solution qui serait susceptible de mettre tout le monde d'accord, c'est la pompe à chaleur, la PAC. Nathalie Mougeot, vous m'avez dit que la PAC serait considérée comme une énergie renouvelable à part entière dans le bouquet énergétique français aujourd'hui. Alors, elle est déjà considérée comme une énergie renouvelable à part entière et c'est d'ailleurs aujourd'hui considérée comme la 4e source d'énergie renouvelable en France. Ouais. Donc avec une belle progression effectivement qui commence à s'amorcer, qui s'est déjà amorcée sur la maison individuelle et qui est en train d'arriver très clairement sur le logement collectif avec une accélération dans le neuf qui se voit avec la RE 2020 et qui devrait encore s'accélérer avec le dispositif Pinel Plus qui va avancer à peu près de 2 ans la RE 2020 au niveau de la promotion immobilière. Juste, je voulais rebondir effectivement sur ce qui était dit précédemment, les dispositifs d'aide. Il y a une cohérence au niveau de toutes les lois qui sont en train de sortir, donc avec un objectif zéro carbone à l'usage sur le neuf à travers la RE 2020 et une décarbonation assez forte, mais surtout une réduction de la moitié de la consommation sur les bâtiments existants. Il ne faut pas oublier que 75% des logements qui seront là en 2050 sont déjà existants. Donc c'est un parc extrêmement important et donc c'est vraiment là aussi où il y a des travaux à faire, notamment d'isolation ou de rénovation et de changement de mix énergétique pour décarboner l'énergie qui est émise dans ces bâtiments. Et effectivement, la pompe à chaleur est un bon système puisque ça peut venir facilement en remplacement d'une chaudière fioul ou d'une chaudière gaz, tout en conservant les systèmes énergétiques actuels. À titre d'exemple, je l'ai fait chez moi, j'ai remplacé ma chaudière fioul par une pompe à chaleur double usage et ça fonctionne très bien depuis 3 ans. Très bien. Alors, le nucléaire, bien sûr, c'est une des énergies qui se trouve derrière la PAC, si je peux dire, mais les gaziers, eux, plaident pour la PAC hybride. Parce que, Olivier Roulette, l'électrification de l'ensemble du parc pourrait être contre-productive selon vous. Alors, déjà je voulais aussi vous remercier quand même simplement pour le titre de votre table ronde, parce que le fait de parler de la place des énergies, de se poser la question, c'est déjà franchir un pas finalement vers une complémentarité que vous doutez que les gaziers apprécient particulièrement. Je pense que la tentation aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous l'avez rappelé, alors il y a le contexte réglementaire qui était là préalablement avec la RE20, etc. Et cette crise ukrainienne qui accentue les choses. La tentation est forte, sans doute, de vouloir peut-être électrifier massivement et totalement le parc. Aujourd'hui, nous considérons que ce n'est pas forcément la meilleure idée, puisque, alors, effectivement, là, on va pouvoir se rejoindre peut-être en partie sur la pompe à chaleur. La PAC est une excellente solution. Elle n'est pas totalement renouvelable, contrairement à ce que j'entends. Elle est, pour une bonne partie, elle fait appel effectivement à une ressource renouvelable qu'on va aller puiser dans l'air, dans le sol, etc. Mais effectivement, il faut quand même la faire tourner. Et pour la faire tourner, vous avez besoin d'une électricité. Et donc, se poser la question de cet équipement, c'est regarder également qu'est-ce qu'il alimente et sur quoi elle est branchée. Et nous pensons, nous, qu'il y a moyen d'optimiser complètement le fonctionnement de cette machine en s'assurant à ce que, notamment l'hiver, lors des pointes de froid, son alimentation ne soit pas plus carbonée que ce que ne le ferait une chaudière performante. Et c'est finalement le concept de la pompe à chaleur hybride, où vous allez substituer un appoint qui est souvent électrique sur la pompe à chaleur par un appoint avec une chaudière très haute performance énergétique. Et l'ensemble des deux, dans un package optimisé, bien régulé, va être de nature à répondre à la fois aux besoins de la clientèle et à la fois soutenir finalement le réseau électrique avec l'appui du réseau gaz là où on en a besoin. Donc on pense que c'est effectivement un produit qui devrait nous réconcilier et qui surtout qui s'apprécie dans une logique systémique où finalement on va regarder l'ensemble des coûts et l'ensemble des externalités générées par tel ou tel flux. La pompe à chaleur totalement électrique qui vient remplacer du gaz
n'est pas systématiquement une bonne idée. Nous on pense qu'il faut vraiment regarder plutôt la situation par rapport à une PAC hybride. Et pardon, allez-y, si je vous voulez rajouter simplement quelque pour chose. vous dire également que il ne faut pas oublier que le bâtiment, et là on parle en connaissance de cause ici, ce sont des configurations multiples. Voilà. Julien en parlait tout à l'heure, pour le neuf, c'est déjà pas simple, mais on va savoir faire dans un futur à moyen terme. Et toute la filière, on sait bien, est derrière pour essayer d'innover, et c'est quand même une des grandes chances que nous avons. Dans le bâtiment existant, quand vous allez commencer à attaquer la rénovation des appartements chauffés individuellement, on peut se raconter des histoires, mais on ne pourra pas installer des pompes à chaleur, même hybrides, partout. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Techniquement parlant, ça n'est quand même nous, pas possible. on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Typiquement des chaudières très haute performance, évidemment, mais associées à de l'isolation, associées peut-être hybridées avec d'autres énergies. L'enjeu, je pense qu'on a tous le même, c'est comment on se décarbone, comment aussi on fait baisser les factures et comment on rend cette transition soutenable pour les ménages, notamment les plus modestes. On a parlé de MaPrimeRénov'. La filière gaz regrette très clairement que les aides sur la chaudière aient vocation à disparaître au 1er janvier prochain. La FFB a œuvré effectivement pour repousser ça et on les en remercie. Mais on va mettre une partie de la population la plus modeste dans une situation où ils vont devoir sortir 1 000 à 2 000 euros de plus pour investir dans une chaudière, ce qui est quand même problématique, nous semble-t-il. Oui, donc votre propos... Oui, dans le même temps, ils ont augmenté l'aide sur les PAC. Effectivement, mais permettre la transition. Le ménage modeste qui sera dans son immeuble ne pourra pas installer une PAC et son choix sera soit de faire tourner sa chaudière plus longtemps, son ancienne chaudière, soit de sortir 1 000 ou 2 000 euros de plus, soit éventuellement aller s'acheter des radiateurs électriques. Et là, la crainte que nous avons, c'est qu'ils basculent dans la précarité, en tout cas plus qu'avant. Je voudrais juste peut-être terminer sur cette partie-là en expliquant que il faut regarder les équipements, il faut regarder les produits, mais il faut regarder également les vecteurs énergétiques qui les alimentent. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer la PAC, il ne faut pas caricaturer non plus la chaudière. Elle n'est pas fossile, la chaudière, elle va manger ou consommer ce qu'on va lui donner. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ça peut être demain de l'hydrogène ou du biométhane ou d'autres types d'énergie verte. Oui, voilà, oui. Oui, finalement, votre propos, c'est aussi de dire, comme ce matin, on a pu dire le bon matériau au bon endroit, on peut aussi dire la bonne énergie au bon endroit. Je crois qu'il y a une forme de bon sens qu'on partage tous autour de cette table sur le bon produit au bon endroit, effectivement. Bon sens qui est d'ailleurs repris et regardé dans le cadre de la politique, de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou de la stratégie nationale bas carbone, qui sont en cours de révision, et qui tiennent compte à la fois des capacités de production en France des différentes énergies et d'un fléchage de ces énergies vers l'usage qui semblera le plus pertinent. C'est un peu dans ce sens-là que l'on voit aujourd'hui apparaître un petit peu moins effectivement le biogaz, qui sont des énergies qui ont toute leur place dans le panel énergétique, mais ils sont plutôt fléchés vers l'industrie ou le transport lourd, sur lequel il semble qu'il soit impossible de se passer de ces énergies. De même pour l'hydrogène, qui sont plutôt fléchés sur ces deux segments, et d'autres, du coup, comme l'électricité, sont fléchés plutôt vers le bâtimentaire ou vers les véhicules électriques. Et puis juste pour compléter, pourquoi on parle de technologie énergie renouvelable pour la PAC, la pompe à chaleur, c'est simplement parce que effectivement pour 4 kWh restitués dans le logement en thermique, c'est 1 kWh d'électricité consommée. Donc c'est 75% de l'énergie qui est renouvelable. Il y a un véritable plaidoyer pour la RE 2020, puisqu'en réalité, la RE 2020 est avant tout un outil d'objectivation du carbone. D'objectivation des énergies renouvelables et non renouvelables. Donc elle fait parfaitement le lien en disant ça dépend comment je l'alimente, ça dépend de l'équipement que j'installe. Il y a un carbone gris aussi au moment de l'installation. Et vraiment j'encourage à comprendre ça, c'est-à-dire que la RE 2020 va nous permettre d'objectiver ça. Comme toute réglementation, elle a des limites dans la finesse de la mesure. Au moment du pic, de savoir à quel niveau de CO2 je suis, est-ce que vraiment ça va générer un appel de puissance supplémentaire pour des usines supplémentaires, et donc dans une logique conséquentielle, qu'est-ce que cela nous conduit à faire? C'est vrai que dans une logique de massification, il faut le faire. Mais en vous entendant, j'entends aussi ce plébiscite pour une réglementation qui, elle, se cantonne à mesurer le carbone, à apprendre à compter le carbone, pour nous permettre de comparer des choses comparables, certes sur une dimension, carbone, et donc on oublie d'autres dimensions, mais je crois que c'est important de le rappeler. Dans tout ce que vous avez dit, finalement, ce qu'il faut faire, c'est comparer les choses dans un même référentiel de mesure,
quitte à challenger ce référentiel si on doit estimer qu'il faut aller un peu plus finement, par exemple en sachant quel est le grammage de CO2 au moment où on appelle l'énergie, par exemple, ou la source énergétique en fonction. Et donc, challengeons cette RE 2020 pour la rendre en capacité de bien arbitrer ces différents choix. La RE 2020 est une réglementation ambitieuse. Voilà. En tout cas, il faut lui reconnaître à cette RE 2020. Alors, effectivement, tu parlais d'objectiver. On pourrait en parler longuement et je pense qu'on n'a pas le temps ici de parler de ça. Parce qu'on va tout de suite retrouver. Elle a le mérite de parler d'hybride en 2025 et ça, on y est très sensible. Voilà. On va tout de suite retrouver effectivement, désolé je vous coupe, notre journaliste Lila Fournier en direct du salon, parce qu'on a parlé d'hydrogène il y a quelques instants, et justement Lila est en compagnie d'une entreprise spécialisée dans la chaudière à hydrogène. Je suis en direct du salon Energy Meeting à côté d'Olivier Stenuy, chef de projet déploiement hydrogène à BDR Therméa. Bonjour. La France veut devenir un acteur mondial de l'hydrogène à l'horizon 2030. Le gouvernement a débloqué d'importants soutiens financiers dans le cadre des plans France Relance, mais aussi France 2030. L'objectif, c'est de produire un hydrogène bas carbone rentable. Monsieur Stenuy, en quoi l'hydrogène est une nouvelle solution énergétique, notamment dans le résidentiel ? Pardon. Donc chez nous, l'utilisation de l'hydrogène dans la combustion à travers une chaudière, ça va nous permettre de décarboner une flamme. Aujourd'hui, les réseaux ne sont encore pas en place et le plan de relance a plutôt été fait pour décarboner les valeurs massives de CO2, donc la mobilité et l'industrie, et le bâtiment n'avait pas été tracé. De base, le bâtiment a plutôt été avec une version pompe à chaleur et pas une version hydrogène et combustion de l'hydrogène. Je voulais vous demander aussi par rapport à l'installation, qu'est-ce qui change ? Est-ce que c'est la même chose entre une chaudière gaz classique et une chaudière hydrogène ? Donc l'hydrogène est un gaz, donc c'est exactement la même chose. On n'a pas voulu perdre la filière. Il y a quelques caractéristiques spécifiques à l'hydrogène parce qu'il lui faut peu d'énergie pour l'allumer, mais la chaudière reste la même. C'est les mêmes écrous, la même maintenance, le même équipement. Donc visuellement, la filière n'est pas perdue, n'est pas perturbée. On est bien dans le cadre là d'une chaudière hydrogène pure. Lorsqu'on va travailler avec de l'hydrogène en mélange, où on va mélanger du biométhane ou du méthane avec de l'hydrogène, là évidemment c'est aussi la même chaudière que celle que vous avez aujourd'hui. Et si on va l'hybrider, ce dont on parlera après, vous allez avoir la même filière, les mêmes habitudes, aucun risque. C'est exactement la même chose sur le marché. D'accord. Et du coup, d'où vient l'hydrogène de vos chaudières ? Donc ça c'est la clé du jeu. Évidemment, on attendait d'avoir l'hydrogène dans le réseau. Il s'avère que c'est plus compliqué. Il y aura peut-être des slots d'H2 quelque part en France où on pourra, parce qu'il y a un process industriel par capillarité, mutualiser les usages. Et là, on aura une chaudière hydrogène. Nous, ce qu'on a dit, c'est comme on ne l'a pas, eh bien, on va fabriquer l'hydrogène sur place. Et pour faire sur place, en fait, on utilise un électrolyseur, donc un petit équipement qui a l'objectif de rêve de mélanger de l'eau et de l'électricité. On va en faire un gaz et en fait ces deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène, vont être utilisés et injectés dans la chaudière. Et ensuite cette chaudière va fabriquer des fumées, mais surtout de la vapeur d'eau que l'on va condenser. Et c'est cette eau-là qu'on va ramener dans l'électrolyseur. Donc ça veut dire que c'est la première fois qu'une chaudière est électrifiée. Vous avez d'autres technologies, mais là vous avez avec la même machine, avec les mêmes habitudes, on est capable de décarboner une flamme. Et on est capable de décarboner très très loin. Parce que du fait qu'on a le gaz naturel, l'hydrogène et l'oxygène, on peut aller à des valeurs de décarbonation importantes. Aujourd'hui, la réglementation était 20% d'hydrogène. Mais nous sommes un petit peu plus loin et on n'est pas disruptif avec le réseau. On est là pour l'accompagner. C'est-à-dire que même si demain il y a un peu d'hydrogène, on viendra compléter. Donc on fait l'hydrogène sur place et ça s'applique aussi bien pour une petite chaudière, toute petite domestique, mais aussi pour le tertiaire et aussi pour l'industrie, parce que cette technologie, elle est déployable partout. Vous parliez aussi d'électrolyseur, c'est quelque chose que vous développez aussi chez vous ? Alors évidemment, parce que c'est la clé du jeu aujourd'hui, c'est de fabriquer l'hydrogène à partir de cet électrolyseur. C'est un électrolyseur développé avec une start-up française qui est à Montpellier, qui a été aidée par la région Occitanie à l'époque. Et c'est l'association d'un grand groupe et d'une start-up pour une technologie innovante. Et donc nous, on a profité de tout son savoir-faire pour injecter avec nos chaudières. Aujourd'hui, on est intimement persuadé au regard de toutes nos expériences, que l'époque ont démarré il y a plusieurs années,
qu'il n'y aura pas une seule chaudière en Europe gaz sans un électrolyseur dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Parce que ça sera le moyen de garder le vecteur gaz avec une petite consommation électrique. Donc vous ne déstabilisez pas le réseau, on vient de l'accompagner et puis on pourra même choisir. C'est-à-dire la flamme va être capable de dire est-ce que je prends une énergie primaire gaz ou une énergie primaire électrique, et qu'en fonction du réseau et des contraintes, on va pouvoir s'adapter d'un côté à l'autre. Donc on garde le même service au chaud de chauffage sans changer l'installation de chauffage, sans changer les habitudes du réseau, et on n'est surtout pas disruptif. Et je n'ai pas de groupe extérieur. Donc si la maison est équipée avec une pompe à chaleur, il faut le faire, c'est une bonne idée. Mais si vous êtes dans Paris avec un immeuble, vous n'allez pas mettre des groupes extérieurs dehors. Alors que là, je peux facilement, avec une petite chaudière hybridée, décarboner dans des sites comme Paris ou dans des grands ensembles de bailleurs sociaux. J'avais une dernière question pour vous, c'était si on adopte une vision plus globale, quel est le potentiel de l'hydrogène dans le secteur du bâtiment ? Alors si on attend que le réseau arrive, ce n'est pas avant 2035. Si on est aujourd'hui avec une technologie d'électrolyseur sur place, c'est de suite déployable. Dès la fin de l'année, on est capable de mettre en place les premières technologies et de les déployer à grande échelle. Un dernier élément, n'oubliez pas qu'on parle à nos enfants et que l'hydrogène, c'est un des gaz les plus nobles qui est pour un climat propre, un CO2 diminué, des NOx qui diminuent. Donc on est en train de réfléchir à ce que nos petits vont profiter. Merci. Merci Monsieur Stenuy. Merci Lila et merci Monsieur Stenuy de BDR Therméa pour ce zoom sur l'hydrogène. Donc tout cela nous amène à parler du bouquet énergétique de la France. Comment peut-on faire pour arriver à concilier production, consommation, souveraineté, lutte contre le changement climatique? Monsieur Stenuy vient d'en parler. Est-ce qu'on est plus largement en train d'assister à un changement de paradigme? Je voudrais commencer avec vous, Nathalie Mougeot, sur l'électricité d'origine renouvelable. Où est-ce qu'on en est et est-ce que les ENR électriques ont une carte à jouer clairement en ce moment? Alors très clairement, et là aussi ils sont intégrés dans les réglementations, on le voit notamment sur tout ce qui est bâtiments tertiaires et autres, où on parle de 30% de végétalisation ou de couverture photovoltaïque des toitures. Donc très clairement ça a sa place. L'autoconsommation trouve sa place aussi en déduction de la consommation dans les bâtiments. Il ne faut pas oublier aussi toutes les énergies renouvelables liées au développement des réseaux de chaleur qui sont, on n'en a pas parlé, mais les réseaux de chaleur sont une source importante aussi pour le chauffage et l'eau chaude et permet d'intégrer des énergies renouvelables locales. La géothermie, la marée motrice, des pompes à chaleur géothermiques aussi de plus grande taille, toute la récupération de chaleur fatale des usines d'incinération, des data centers ou encore de l'industrie. Donc on doit regarder plus globalement aussi avec les énergies locales, ce qui n'était peut-être pas suffisamment fait encore, et dans la stratégie, là aussi, il est prévu ce mix qui tient compte aussi du développement de ces énergies locales à travers les réseaux de chaleur. Plus globalement, sur la décarbonation, EDF notamment a sa stratégie avec le CAP 2030 et a prévu une forte augmentation des énergies renouvelables dans son panel avec un objectif de 60 gigawatts installés d'énergie renouvelable à 2030 et la suppression totale du charbon, donc la décarbonation de la pointe, etc. Toutes les analyses aussi de réseau qui ont été faites, il y a le rapport RTE qui a été fait, montre que le dispositif permettra de tenir et d'intégrer ces énergies renouvelables dans le réseau. Alors il y a effectivement des renforcements de réseau qui sont prévus, mais c'est surtout justement la sobriété énergétique et les gains qu'elle va apporter qui va permettre ça. Et puis on pourra en reparler, la flexibilité aussi des usages, d'utiliser les voitures pour charger et décharger et éviter ces pointes qui pourraient rester un peu carbonées. Donc toutes ces évolutions technologiques vont effectivement permettre de continuer le développement des ENR qui aujourd'hui se poursuit. Il y a tous les parcs hydroliens en mer, il y a tout ce qui est l'éolien terrestre, il y a beaucoup d'analyses sur la marée motrice et autres, sur d'autres. J'aime beaucoup l'énergie piézométrique qui est encore très peu développée mais qui pourrait arriver demain. Donc voilà, beaucoup d'autres filières qui sont en train d'arriver et puis l'hydraulique et le tout petit hydraulique qui continuent à se développer et qui ont leur importance dans ce mix.
Olivier Roulette pour GRDF, je vais vous poser la même question. Le gaz d'origine renouvelable en étant, on a pas mal parlé d'hydrogène, mais aussi la méthanisation, le biométhane, et effectivement le rôle des réseaux de chaleur, comme vient de le dire Nathalie Mougeot. Alors, je vais vous dire un mot là, sur le gaz renouvelable, c'est très important effectivement. Je voulais quand même rebondir sur ce que vient de dire Nathalie, parce que on est nombreux à citer RTE, et c'est vrai qu'ils vont être contents, on leur fait de la promo, et ils sont très sérieux, et ils ont sorti des perspectives, un rapport il y a peu de temps, il y a 6 mois, sur le sujet, et en parlant de flexibilité, on a quand même noté que dans leur scénario, ils intègrent jusqu'à 2,5 millions de pompes à chaleur hybride, donc c'était pour reboucler par rapport à notre séquence précédente. Je pense que c'est important de voir que le transporteur français d'électricité a besoin, dans un scénario qui boucle en 2050, d'avoir de la flexibilité qui est apportée en partie notamment par cette technologie. Donc c'est un point qui me semble important à mentionner. Et autre point, alors, puis après j'arrête la promo de RTE, mais ils ont une magnifique appli qui s'appelle Ecodebix, et si vous l'ouvrez en ce moment, vous regardez, vous allez voir les imports d'électricité qui arrivent d'Allemagne et les centrales à gaz qui tournent, et qui montre qu'effectivement, on ne peut pas non plus tout miser, en tout cas sur les 10-15 prochaines années, sur un nucléaire qui serait complètement au top et qui pourrait assurer l'ensemble de la base. On va avoir besoin de cette flexibilité qui va être apportée aussi par les usages sur l'aval. C'est là que le gaz vert intervient, le gaz renouvelable dans tous ses états. Il faut quand même imaginer sur ce sujet qu'en l'espace de 10 ans, on est passé de un site qui injecte de méthanisation en France à aujourd'hui bientôt 400 sites pour un total de bientôt 7 TWh. Un bel essor quand même. 7 TWh, si vous voulez vous fixer les idées, puisqu'on parlait de RE20 tout à l'heure avec Julien, c'est globalement l'équivalent peut-être de 3 millions de logements qui seraient raccordés au gaz dans une configuration RE20, RE 2025. 3 millions, c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est plus pour se fixer les esprits. Aujourd'hui, la maturité de cette technologie-là, ou de cette énergie verte-là, elle est graduée, c'est-à-dire que la première génération, qui est la méthanisation injectée, nous, on la voit se développer très rapidement, puisqu'on est en train de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. On va probablement sortir à 2 fois la quantité injectée, alors qu'elle était prévue à 12 TWh en 2023. On va y arriver, en 2028, pardon, on va y arriver là dès 2023. Nous avons plusieurs générations qui vont se succéder également, je ne vais pas rentrer dans le détail, la pyrogazéification, d'autres types de technologies, l'hydrogène évidemment, et à l'arrivée, aujourd'hui, il y a un consensus sur l'ensemble de la filière gazière, agriculteurs et autres méthaniseurs pour affirmer que nous avons un potentiel de l'ordre de 420 TWh mobilisables, raisonnables en 2050, pour une consommation qui serait plutôt à 350. Donc aujourd'hui, non seulement effectivement on va pouvoir décarboner les consommations de gaz de la grosse industrie, l'industrie lourde et la mobilité lourde, mais également il y aura de la place pour du bâtiment qui aura réduit ses consommations, et nous en sommes convaincus. Donc de la place pour toutes les énergies, voilà. Effectivement. Julien Hans, j'aimerais boucler la boucle avec vous. Est-ce que l'hybridation des énergies est techniquement et financièrement possible dans le bâtiment, et est-ce qu'il y a des innovations énergétiques en cours de développement qui sont particulièrement prometteuses Déjà, on vient d'avoir un exemple assez clair d'une innovation surprenante, quelque part, de décarboner la flamme via un électrolyseur. Ça montre que l'innovation, elle va s'exercer. Je crois qu'il faut quand même aussi se rendre compte que ce changement dans une dimension carbone qui va devenir notre métrique, on va compter du carbone pour arbitrer tous nos choix, nécessairement ça va libérer de l'innovation. Il y a des gens qui vont se poser la question de savoir comment décarboner nos besoins en énergie. Donc nécessairement, il y a des réponses qui vont arriver. J'en ai pas une ou deux comme ça en tête, et puis je voudrais pas qu'on stigmatise ou les systèmes énergétiques ou les produits de construction. Ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est que l'innovation est en train de s'exercer, et on est en train d'en voir uniquement le début. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur les matériaux de structure, sur la recyclabilité, l'économie circulaire, encore une fois, sur les systèmes énergétiques. On vient d'en voir un très bon exemple. Là où nous, on veut insister, c'est qu'il va falloir objectiver tout ça. On n'a aucun doute sur le fait que les solutions existent, mais il va falloir qu'on sorte des débats d'experts pour rentrer dans une logique où on partage des métriques. Ça veut dire qu'on partage la méthode derrière et qu'on la partage de partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doute, si ça pèse tant de carbone, c'est vrai pour tout le monde. On n'est pas très très loin en réalité de ça, mais il y a encore des petits efforts à faire. Et puis ensuite, ces solutions à l'échelle du territoire, on le voit bien. Est-ce que je me rapproche de mon bâtiment? Est-ce que je fais tout proche de mon bâtiment? Bon, si le bâtiment est isolé, il n'y a pas de question à se poser. Si je suis dans une zone urbaine, la réponse c'est encore une fois le carbone.
Si je trouve une solution locale qui est encore moins carbone que l'électricité de réseau, pourquoi est-ce que j'irai me brancher sur le réseau? Donc tout ça va se tenir. Mon photovoltaïque, est-ce que je le mets sur les toits? Dans ces cas-là, c'est peut-être un peu à chaque particulier de s'assurer que ça produit. Est-ce que c'est lui le plus à même de mesurer que ça produit? Est-ce que j'en fais des usines? Dans ces cas-là, je les mets où? On a voulu les mettre sur des routes, quand même. Est-ce que je les mets au-dessus des vignobles pour protéger les vignobles? L'agrivoltaïsme est quelque chose d'assez intéressant. Ça protège la culture de la plante, ça favorise la culture de la plante et ça produit de l'électricité renouvelable. Est-ce qu'on en voudra dans nos campagnes? Mais je crois qu'il va falloir qu'on rentre dans cette dynamique d'objectivation des innovations, parce qu'on ne pourra pas avoir de transition environnementale au petit bonheur la chance. C'est pour ça que j'encourage vraiment à ce que ces analyses soient faites évidemment au niveau du système, évidemment au niveau des bâtiments, bien sûr et surtout aux échelles des projets plus gros d'aménagement. On a des simulateurs aujourd'hui, c'est une vraie bonne nouvelle, qui nous permettent de faire ce qu'on fait pour la RE 2020 à l'échelle des bâtiments, alors que c'est une nouveauté, à l'échelle des projets d'aménagement et de quartier, quasiment dans la même temporalité. C'est des bonnes nouvelles. Comment on décale aussi ces analyses et ces méthodes d'objectivation sur des sujets beaucoup plus importants. Tout à l'heure, vous mentionniez les 7 TWh. 7 TWh, ça tombe pile sur un réacteur nucléaire. Moi, j'insiste sur les usines négatives. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est une possibilité de ne pas avoir à produire. Je n'ai pas entendu à beaucoup d'endroits d'arbitrage où on se dit, bah alors, où est-ce que je mets mon argent? Et surtout, comment j'ai objectivé mon retour sur investissement. Et je crois que derrière la source énergétique, encore une fois, j'insiste sur la sobriété et sur notre parc existant. Si on ne veut pas avoir des problèmes à long terme, on a surtout d'abord un parc existant sur lequel on doit réduire nos besoins en énergie non renouvelable et décarbonée, évidemment. Qui dit objectivation dit pragmatisme finalement dans les prises de décision. C'est beaucoup plus pragmatique quand c'est objectivé et bien sûr derrière chaque objectivation il y a la question de la méthode, ça c'est assez simple, et ensuite il y a la question du multicritère où là c'est beaucoup moins simple de comparer des choses qui ne sont pas toujours dans la vraie vie, mais au moins on a les éléments pour arbitrer. Très bien, merci à tous pour cette discussion passionnante. J'espère que nous avons réussi à répondre aux grands enjeux du bouquet énergétique dans le bâtiment. Donc encore merci à Nathalie Mougeot, à Julien Hans et à Olivier Roulette. Merci beaucoup.